Ok, donc rebonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du mercredi 19 octobre 2021, séance qui porte précisément, qui concerne autant pour moi le chapitre 5 et qui porte sur la langue et la condition féminine et qui porte également sur la langue et l'âge. Donc, d'entrée de jeu, je vais tout d'abord vous poser une question assez précise à propos de ce titre. Lorsque vous voyez langue et conditions féminines, langue et âge, ça vous fait penser à quoi? Tout juste pour rendre la séance interactive, vous pouvez écrire vos réponses. Nous avons déjà vu langue et classe sociale et nous savons ce que nous avons abordé dans ce chapitre-là. Cette fois-ci, nous sommes en train de voir langue et conditions féminines. Est-ce que quelqu'un peut imaginer le contenu de cette séance? Quelqu'un pourrait-il partager avec nous ce qu'il imagine du contenu de cette séance très rapidement? Vous pouvez écrire vos réponses sur le chat. Question de rendre la séance interactive. Allons-y, à vos claviers, j'attends vos réponses. OK, il y en a déjà une, merci. Oui, ça aussi, c'est intéressant. Oui, on voit déjà qu'il y a un rapport entre la langue française et les femmes, oui. Autre chose, autre proposition, il n'y en a qu'une seule. Je m'attends à 13 propositions parce qu'il y a 13 personnes. Oui, Alexia, Est-ce que vous m'entendez? parfaitement, 5 sur 5. Super. Donc peut-être que c'est faux, mais j'allais proposer peut-être la répartition, enfin un peu similaire comme Jain l'a dit, scolarisation, mais dépendamment des âges, le niveau de français qui peut être appliqué, Oui, en peut-être fonction des par âges. âge. Oui. Oui, oui, ça c'est pour la deuxième partie, langue et âge. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Donc, la façon de parler français qui varie en fonction de l'âge, je suis d'accord avec toi. Donc, la variation de la langue en fonction de l'âge. Je suis d'accord avec toi. Tu es effectivement dans le contenu. Et pour la première partie, langue et conditions féminines, euh, il y a déjà un début de réponse qui est assez correct. Est-ce que quelqu'un peut proposer une autre réponse à propos de langue et conditions féminines? Quelqu'un a-t-il un début de réponse? Vous pouvez également écrire dans le chat si vous n'avez pas envie de vous exprimer. C'est toujours un moyen de participer. Donc, nous avons déjà ces deux réponses-là. Est-ce que vous en voyez d'autres avant que nous rentrions dans le contenu? C'est un tout petit peu ce que nous avons fait avec les classes sociales. Donc, langue et classe sociale. Et ici, on voit langue et conditions féminines. C'est quoi la condition féminine? Quand on dit condition féminine, ça vous fait penser à quoi? Ça fait penser à quoi quand on dit condition féminine? Si on peut déjà connaître à quoi fait penser la condition féminine, ça devient très facile de comprendre le contenu que nous aurons à aborder dans la grande partie langue et conditions féminines. Donc, quelques réponses encore écrites, si possible, avant qu'on avance. N'est pas assez inspirant, hein? Le repos n'a pas été assez efficace. Ok, la limitation du français ou les occasions d'apprendre la langue, elle-même pour les femmes versus les hommes. Donc, intéressant, on voit déjà femmes versus hommes, oui, c'est intéressant. Donc là, on voit déjà qu'il y aura, à propos de la langue, qu'il y aura une comparaison entre la façon dont parlent les femmes versus la façon dont parlent les hommes. Donc, très bien, Alexia.
Ça complète effectivement la réponse de Dingli. Donc, c'est effectivement ça, comme on le verra tout à l'heure dans l'analyse. Donc, essayons de progresser. Vous allez constater effectivement que la réponse d'Alexia et de Dingli, c'est exactement de quoi il s'agira. Donc, je vous présente rapidement le plan. Donc, langue et conditions féminines. Donc, nous allons parler du concept de variation sexolectale. Donc, la variation sexolectale, nous allons parler de son origine, de qui vient-elle, qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle désigne, que vaut-elle du point de vue scientifique, est-ce qu'elle est valable, est-ce qu'elle n'est pas valable, donc est-ce que c'est un concept discutable, est-ce que c'est un concept scientifiquement avéré. Donc, on va se poser ces questions une fois qu'on aura défini ce que c'est que la variation sexo-rectale. Donc, en deuxième petit point, nous allons parler des recherches de Labov, William Labov, et de Lakoff. Donc, rappelez-vous, William Labov est quelqu'un de très important dans le domaine de la sociolinguistique variationniste, notamment parce que sa particularité, sa contribution est d'introduire les statistiques, a été le fait qu'il a introduit les statistiques dans l'analyse socio-linguistique, dont nous allons parler de lui dans le cadre de cette première partie, de ce premier volet, langue et conditions féminines. Donc, nous allons aussi parler de la critique, de cette critique des observations de Labov et de Lakoff. Donc, Labov et Lakoff sont ceux-là qui défendent l'idée d'une variation sexo-lectale. C'est quoi la variation sexo-lectale? Qui peut imaginer ce que c'est que la variation sexo-lectale avant qu'on ne rentre dans la définition proprement dite de ce concept, donc la définition technique de ce concept. C'est quoi la variation sexolectale? Quand vous analysez le mot, il vous fait penser à quoi? Oui, Michel? La variation sexo-lectale, c'est plus ou moins le langage que les femmes utilisent en comparaison avec le langage que les hommes utilisent. Parfait, parfait. C'est effectivement ça la définition. Donc, lorsqu'on parle de variation sexolectale, d'un côté, on voit le langage des femmes, de l'autre côté, on voit le langage des hommes. Donc, il y a une opposition entre le langage des femmes et le langage des hommes. Donc, l'idée est de partir d'une recherche qui va ressortir des résultats qui montrent que la façon dont parlent les femmes se distingue, elle est différente de la façon dont parlent les hommes. C'est la raison pour laquelle on parle de variation sexo-lectale. Et les deux principaux auteurs qui ont proposé et développé et démontré ce concept-là à travers des études scientifiques et notamment statistiques sur la langue, dans des études statistiques, une approche sociolinguistique de Labov. Donc, on sait que l'approche sociolinguistique de Labov, c'est l'utilisation des statistiques dans l'analyse sociolinguistique. Donc, ils vont faire des études qui vont effectivement mettre en évidence des résultats qui montrent que la façon dont parlent les femmes se distingue en plusieurs points de la façon dont parlent les hommes. Donc, c'est ça la variation sexo-lectale, et les deux auteurs qui ont élaboré, démontré ce concept-là, c'est Labov et Lakoff. Donc, nous parlerons de ça. Je suis entré déjà dans le contenu de façon assez générale pour vous permettre d'avoir l'idée de ce que nous allons aborder dans les diapositives concernant ce premier volet. Donc, il y a bien évidemment, puisque nous sommes en sciences,
tout ce qui est dit n'est pas toujours pris comme parole d'évangile. Donc, on ne va pas accepter comme si on était dans une église où un religieux a dit des choses et tout le monde doit accepter sans discuter. Donc là, il y a des critiques. Tout le monde n'est pas d'accord avec l'idée d'une variation sexo-lectale. Et bien évidemment, ceux qui ne sont pas d'accord vont critiquer, ils vont justifier leur désaccord, ils vont expliquer les raisons pour lesquelles ils ne sont pas d'accord. Ce sont ces critiques-là, c'est cette critique-là que nous verrons dans le petit 3, donc la critique de l'approche qui consiste à dire qu'il existe une variation sexolectale, donc le fait que la façon dont les femmes parlent est différente de la façon dont parlent les hommes. Donc voilà un tout petit peu ce qui sera vu dans ce premier volet et nous allons conclure avec quelques études récentes parce que comme vous pouvez le constater, la notion de variation sexolectale, elle date des années 70. Donc, c'est quand même des recherches assez anciennes puisqu'elles datent de plus de 50 ans déjà. Et on voit bien que il fallait les réactualiser. Et à partir des études récentes, on va essayer de voir si ces études anciennes, donc proposées ou bien faites par Labov et Lakoff, sont d'actualité, si ces résultats, les résultats qu'ils avaient trouvés, peuvent être encore identiques, peuvent être encore confirmés. Donc, c'est pour ça qu'on parle de récentes études à ce niveau. Donc, ça, c'est pour le premier volet de ce chapitre qui porte sur la langue et la condition féminine et la langue et l'âge. Donc, deuxième volet, il est donc le volet sur lequel nous allons mettre en parallèle la langue et l'âge. Comme Alexia et Ingrid l'ont expliqué ici, il s'agira de montrer comment il y a variation linguistique en fonction des âges. Donc, comment est-ce que des groupes d'âge, des personnes d'âge différents parlent une langue de façon différente. Donc, nous parlerons de la notion d'âge en socio-linguistique ici, donc qu'il a introduit et quelles sont des études qui ont été faites et qui ont démontré qu'il y a effectivement une variation en fonction de l'âge, comme quoi un adolescent ne va pas vraiment s'exprimer comme un adulte. Donc, voilà l'idée qui sort. Et un enfant ne s'exprimera pas comme un adolescent ni comme un adulte. Donc, c'est l'idée qui ressort de ce type de recherche. Donc, en T2, nous allons parler de recherches portant sur la langue et l'âge. Donc là, nous rentrons sur la pratique, sur le domaine empirique, les recherches qui ont été faites, qui montrent que l'âge est un facteur qui peut déterminer ou qui détermine la façon dont on parle une langue. Donc, en gros, voilà un tout petit peu, en résumé, ce que nous allons voir dans le détail des diapositives suivantes. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y a une précision qui vous intéresse? Au cas contraire, on va continuer. S'il n'y a pas de questions. OK, on va continuer. On passe donc au premier volet, langue et conditions féminines, que j'ai expliqué de façon très brève. Donc, voilà le contenu que j'avais préalablement résumé, la variation sexo-lectale. Bon, la variation sexo-lectale en sociolinguistique, comme je le disais tantôt, donc une question, je vais la prendre rapidement. OK, pas de question. Donc, la variation sexo-lectale, c'est un phénomène mettant en évidence la différence entre les femmes et les hommes, comme nous l'avons tous dit dans le résumé. Donc, on met en évidence la différence entre les femmes et les hommes du point de vue de l'utilisation de la langue. Donc, l'idée est de nous faire comprendre que la façon dont les femmes parlent
est différente de la façon dont parlent les hommes. Donc, autrement dit, c'est un phénomène qui montre que la façon dont parlent les femmes est différente de la façon dont parlent les hommes, comme je viens de le dire. Donc, selon les multiples recherches qui ont été effectuées, donc cela, il faut vraiment le mentionner, ce ne sont pas des affirmations qui ont été faites sur la base de rien, ce sont des affirmations qui ont été faites sur la base des études. Donc, des études qui ont montré que des variables linguistiques telles que le lexique, le discours sont des variables sur lesquelles on observe la différence langagière entre les hommes et les femmes, notamment sur le lexique et sur le discours. Donc, on va voir dans le détail comment se déroule cette variation sexolectale. Donc, on va d'abord commencer par les recherches de Labov en 1966. Comme je l'expliquais tantôt, c'est dans une étude intitulée La stratification sociolinguistique de l'anglais à New York que Labov va souligner la variation sexolectale. Donc, les résultats de cette étude, de son étude qui date quand même des années 60, montrent que les hommes préfèrent les formes linguistiques stigmatisées. Qu'est-ce qu'une forme linguistique stigmatisée? Ce sont des formes fautives. Formes fautives, ça veut dire qu'ils ne sont pas standards, qui ne sont pas formelles, comme on le dit souvent dans le langage des anglophones. Donc ça, c'est la préférence des hommes dans toutes les parties des interviews sociolinguistiques. Donc en fait, tout juste en guise de rappel, Labov, il avait une façon très particulière de faire ses analyses sociolinguistiques. Donc, il faisait des interviews, il faisait parler des gens en leur langue, il faisait produire du langage, il enregistrait et par la suite, il transcrivait et par la suite, il analysait les transcriptions et son analyse des transcriptions était à la fois linguistique et statistique. Donc, à partir de l'analyse linguistique, il identifiait les phénomènes du langage et à partir de la statistique, il dénombrait, donc il identifiait le nombre total de chacun de ces phénomènes et il pouvait déterminer si la présence de ces phénomènes était statistique était significative, autant pour moi, à partir des tests statistiques. Donc, voilà un tout petit peu sa méthode. Donc, que révèle cette étude, cette toute première étude menée par Labov à propos de la variation sexolectale? Donc, les hommes préfèrent des formes linguistiques stigmatisées, donc ce sont des formes fautives. Ils ne font pas un effort de s'exprimer en une langue formelle, en une langue correcte, dans toutes les parties des interviews, lorsqu'on les interviewait. Mais quant aux femmes, elles se rapprochent davantage de la norme, donc elles utilisent un langage assez formel, donc elles parlent correctement. Donc ça, c'est ce qui ressort de l'étude de Labov. Donc, il faut préciser que Labov constate un paradoxe. Les femmes emploient les formes les plus neuves, dont les formes récentes, lorsqu'il y a toujours une nouvelle façon, un nouveau mot, une nouvelle expression, une nouvelle structure syntaxique, les femmes sont généralement celles qui se l'approprient en premier. Donc, elles se l'approprient et l'utilisent, contrairement aux hommes. Ça, c'est le constat que Labov va faire. Donc, dans leur discours familier. Mais se corrige pour passer à l'autre extrême dès qu'elle passe à un discours suivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les formes neuves qui ne sont pas, pour la plupart, des formes standards, formelles, les femmes se les approprient, elles les utilisent, mais dans un langage familier, ça passe. Mais lorsqu'elles constatent que le contexte n'est plus un contexte propre au langage familier, alors elles passent à l'utilisation de la forme qui est formelle, la forme qui est standard. Donc, comme quoi, les femmes sont très conscientes du type de langue qu'elles doivent utiliser en fonction du contexte. Elles sont beaucoup plus conscientes que les hommes, c'est ce qui ressort de là. Donc, comment on explique
ces résultats. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, les femmes sont plus conscientes de leur statut et évitent par conséquent les formes stigmatisées. Bon, chez les hommes, il y a moins de conscience, ils s'expriment et ils ne se mettent pas de limites en s'exprimant, ils ne se mettent pas de barrières. Chez les femmes, on a beaucoup plus cette conscience d'éviter d'utiliser des formes stigmatisées, notamment lorsqu'on est en contexte surveillé. Quand on dit contexte surveillé, on s'exprime avec des personnes qui ne sont pas familières, on n'est plus avec des amis, on n'est plus avec les membres de la famille, on se retrouve peut-être à l'université, à la télévision, ainsi de suite. Alors, les femmes sont plus conscientes, elles évitent d'utiliser des formes stigmatisées. Et ce n'est pas le cas pour les hommes, selon la recherche effectuée par William Labov. Parce qu'il faut le dire, il y a aussi d'autres personnes, notamment les personnes qui critiquent Labov, qui ont fait des études dont les résultats ne font pas forcément dans le même sens. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va revenir sur la notion de variation sexuelle. C'est une notion qui a été critiquée. On va continuer s'il n'y a pas de questions. OK, il y a également un autre chercheur qui s'inscrit dans le même sillage que William Labov, qui fait exactement des recherches qui confirment l'idée que la façon dont parlent les femmes se distingue de la façon dont parlent les hommes. Donc, dans une étude menée par cet auteur, qui bien évidemment Lakoff, vous pouvez aussi le constater, ce sont des études bien vieilles. Là, on est aux années 70. Avec William Labov, nous étions dans les années 60. Donc ici, on voit bien comment l'auteur essaye de mettre en évidence la langue et la place de la femme. Donc, que souligne ce chercheur? Donc, ce chercheur qui s'inscrit également sur le même chemin que William Labov quelques années avant lui, confirme l'idée d'une variation sexuelle. Donc, cet auteur s'accorde avec William Labov qu'il existe une variation sexuelle, donc il existe une façon de s'exprimer particulière aux femmes et une façon de s'exprimer particulière aux hommes. Donc, il y a une sorte d'opposition entre l'expression féminine et l'expression masculine. Donc, voilà ce qui ressort également des recherches de cet auteur. On va essayer de parler des résultats de son étude. Donc, que montre son étude? Son étude montre que le style des femmes est plus poli et moins affirmé. Donc, il y a beaucoup de politesse dans le discours féminin, donc beaucoup de respect, vont parler avec beaucoup de politesse et vont utiliser des formes respectueuses comparativement au discours des hommes. Donc, c'est un discours moins affirmé que celui des hommes. Donc, quand on dit moins affirmé, ça veut dire qu'il y a une sorte de volonté de prendre de la place lorsqu'on s'exprime. Chez les femmes, il n'y a pas cette volonté d'occuper l'espace, de prendre de la place, de dominer lorsqu'on s'exprime. Il y a beaucoup de politesse, donc beaucoup de manières dans cette expression féminine. Ça, c'est ce qui ressort de la recherche de Lakoff, qui s'inscrit donc dans le même sillage que William Labov, qui défendait l'idée d'une variation sexolectale. Donc, on va continuer avec les recherches de Lakoff, qui va également montrer que les femmes utiliseraient davantage des questions comme n'est-ce pas. Donc, vous voyez que c'est toujours un langage davantage poli, un langage qui ne vise pas à blesser son interlocuteur, un langage qui ne vise pas à produire une sensation désagréable chez son interlocuteur. Et c'est un langage qui évite les confrontations. C'est un langage qui évite les discussions, qui évite la colère. Donc, les femmes vont davantage utiliser des questions comme « n'est-ce pas ?» à la fin de la phrase déclarative. Donc, n'est-ce pas, comme pour
susciter l'adhésion de l'autre. C'est une façon assez polie. On montre à l'autre qu'on ne lui impose pas une façon de faire, mais qu'on suscite, qu'on nécessite, qu'on a besoin de son adhésion à ce que nous sommes en train de dire et de façon polie. Donc, deuxième point, le langage des femmes est davantage d'expression qui adoucissent la force, donc c'est la même chose, la force d'une assertion qu'on peut être, je suppose. Donc, les femmes, le langage est un langage adoucissant, donc on évite toujours de donner l'impression à l'autre qu'on veut prendre le dessus sur lui. Donc, on ira peut-être dans des expressions comme peut-être, je suppose, au lieu d'utiliser des expressions très affirmatives, très certaines, comme si on tranchait, comme s'il n'y avait plus rien d'autre à dire, donc comme si d'autres personnes ne pourraient plus rien dire. Donc, on utilise des expressions qui donnent la possibilité à d'autres personnes de donner aussi leurs opinions, de s'exprimer. Donc, voilà le caractère adoucissant du langage féminin qui ressort de l'étude de Lakoff. Donc, troisième point, davantage de requêtes indirectes. Donc, on n'est pas direct, on est dans des requêtes indirectes. Tu ne fermerais pas la porte au lieu de dire ferme la porte. Quand tu dis ferme la porte, c'est un tout petit peu violent, il manque de douceur, il manque de politesse. Donc, ça, c'est les stratégies du langage féminin, comme le montre l'étude menée par Lecoff. Donc, on a vu ce troisième point. On va continuer à la prochaine diapositive. Donc, comment explique-t-on les résultats de l'étude menée par Lecoff? Donc, premièrement, les femmes seraient contraintes d'utiliser ce type de langage pour obtenir l'approbation sociale et être considérées féminines. Ça, c'est Pavlenko qui essaye d'expliquer ça. Donc, en fait, les femmes utilisent cette façon de s'exprimer pour avoir une sorte de reconnaissance de leur statut de femme, parce que dans l'inconscient populaire, dans la société, dans l'inconscient populaire de la société mondiale notamment, on sait que les femmes, elles ont un caractère beaucoup plus doux, elles ont un caractère beaucoup plus différent, beaucoup plus conciliant que celui des hommes. Donc, il y a de la douceur. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'approche maternaliste. Donc, de l'approche maternaliste, ça veut dire une approche où on est sensible, où on comprend l'autre, où on essaye de se mettre à la place de l'autre comparativement à une approche paternaliste dans laquelle on te demande de faire des choses sans ton opinion. Donc ça, c'est un tout petit peu traditionnel. C'est la raison pour laquelle d'un côté, on faisait la distinction. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est plus exactement le cas, notamment dans une société comme le Canada. Donc, ce n'est plus exactement le cas. On ne peut plus forcément faire cette distinction entre le comportement d'une part des hommes, le comportement d'une part des femmes. Ce comportement doux, conciliant, on peut le retrouver aussi bien chez les hommes que chez les femmes, dépendamment de la société. Donc, c'est en quelque sorte une vision traditionnaliste qui considérait d'un côté que les femmes étaient beaucoup plus douces, beaucoup plus compréhensives que les hommes, qui étaient beaucoup plus portés vers les directives, portés vers un langage de commandement. Donc, les femmes, si elles s'expriment de cette façon assez douce, comme l'explique Pavlenko, c'est le fait de vouloir se faire reconnaître comme des femmes. Parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles prennent de l'espace, lorsqu'elles commencent à adopter un caractère moins doux, elles s'assimilent, elles se font assimiler aux hommes. C'est ce qui arrive dans les sociétés. Ces femmes qui ont toujours voulu s'imposer, qui ont du caractère,
qui donnent des ordres et qui tiennent un langage de commandement se font généralement assimiler aux hommes. On ne les considère plus dans les sociétés, dans la plupart des sociétés, on ne les considère plus comme des femmes. C'est comme si elles perdaient leur féminité en euh, devenant moins douces. Donc, c'est un tout petit peu. Donc, voilà l'explication de Pavlenko, selon laquelle les femmes s'expriment de cette façon pour se faire accepter comme des femmes. Donc, deuxième point, ces différences résulteraient des stéréotypes sexuels et auraient pour effet de renforcer ces mêmes stéréotypes. Donc, c'est ce que j'expliquais tantôt, ce sont des stéréotypes. Donc, dans nos sociétés, on se fait l'idée que les femmes, elles sont douces, que toutes les femmes sont douces, ou bien d'une manière générale, les femmes sont douces et que les femmes, que les hommes ne le sont pas. Donc, ça, c'est la perception que nous avons, ça, c'est l'idée que nous avons. Et les femmes le savent aussi, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'elles prennent la parole, elles essayent de rester dans ces stéréotypes. Elles se disent, tiens, je vais prendre la parole, il ne faut pas que je m'exprime d'une façon qui ferait en sorte qu'on s'imagine que j'ai envie d'être comme un homme, que j'ai envie d'être vu comme un homme. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. Alors, on sait dans nos sociétés que les femmes sont douces. Je vais parler de façon douce. Donc, c'est l'explication qu'on donne en second point. Les stéréotypes. Il y a un bruit qui vient. Je vais vérifier de qui vient ce bruit. Accordez-moi une minute. Danica, je pense que ton micro est ouvert. Oui, oui. Désolée. Oui, c'est effectivement elle. OK, donc, voilà un tout petit peu les explications qu'on donne à propos de cette volonté des femmes de s'exprimer de façon douce. Donc, parlant des stéréotypes sexuels, donc, en se basant sur les coffres en 1975, dont Kramara va rédiger une liste des stéréotypes sexuels selon laquelle le discours masculin serait considéré logique, concis. Donc, on voit comment il y a une logique, on passe d'un thème, on passe d'un élément à un autre de façon logique. Concis, ça veut dire qu'on ne parle pas beaucoup, on parle tout juste un peu, traitant de sujets sérieux. Donc, les sujets qu'on va aborder, ce sont des sujets sérieux, ça peut être la politique, l'éducation, ainsi de suite, ce qui n'est pas sans doute le cas du discours des femmes. Alors que le discours féminin serait émotionnel. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans le discours féminin avec beaucoup d'exclamations, les waouh, donc plein de petites choses comme ça, plein d'émotions dans ce discours, un discours qui est également fleuri, il y a des façons de faire qui visent à embellir le langage, c'est également confus, donc il y a plusieurs choses qui entrent dans ce discours, c'est également verbeux. Verbeux, ça veut dire qu'on insiste beaucoup plus sur la langue, on parle pour parler, on ne parle pas vraiment des questions sérieuses. Ça, c'est ce qui ressort de la liste de Kramaré en fonction des études menées par l'ECOF. Donc, deuxième point, les traits associés au discours masculin seraient la dominance, comme je le disais tantôt, quand un homme prend la parole, généralement, il y a une tendance à dominer les autres interlocuteurs dans son langage. Ça peut être conscient ou inconscient, dont le timbre est plus bas, le volume est plus élevé. Et la présence dans le volume est plus élevé, donc c'est un discours affirmé, comme on le disait tantôt. Chez les femmes, le timbre est élevé, mais le volume
est bas, donc le discours n'est pas affirmé, contrairement à celui des hommes. Donc, il y a également la présence de langage familier dans le discours masculin. Donc, comme quoi, on revient toujours à cette idée que les femmes sont beaucoup plus conscientes du langage formel. Elles savent quand il faut l'utiliser, contrairement aux hommes qui vont souvent basculer dans le langage familier, donc moins formel. Troisième point, le discours féminin, par contre, serait mieux articulé. Bon, il est bien articulé, de timbre plus élevé, traitant de sujets plus triviaux, courants, connus, dont peut-être ce qui se passe chez le voisin, dans un film, ainsi de suite. Chez les hommes, ça sera peut-être des questions politiques, de sport, ainsi de suite, ou bien d'éducation. C'est ce qui ressort de cette étude. On va donc continuer avec les recherches menées toujours par l'ECOF. Donc, toujours parlant des stéréotypes, on va en aborder le quatrième. Donc, concernant le français, donc cette fois-ci, il s'agit de la langue française. Donc, une étude menée par Yagello en 1982 montre que le style communicatif des Français est viril. Viril, ça veut dire que ça relève du caractère masculin. Viril, c'est un homme. C'est un homme qui s'exprime. Donc, le style communicatif des Français est viril et se distinguerait par la fréquence de mots d'argot, par un vocabulaire riche. Donc, les mots d'argot, ce qu'il faut comprendre par argot, c'est justement un lexique, c'est justement un ensemble de mots qui relèvent du vocabulaire très familier, informel, si vous le voulez. Donc, voilà un tout petit peu la première caractéristique de la langue française. Donc, tandis que le discours féminin, parce que là, on venait de parler du discours masculin, tandis que le discours féminin serait qualifié de bavardage. Donc, des femmes sur le bavardage. Donc, les femmes françaises utiliseraient en outre un discours hyper correct. Non sur le bavardage, mais c'est un discours correct. On ne va pas trouver les mots d'argot. On ne va pas trouver un langage informel. C'est un langage formel, c'est correct. Donc, elles éviteraient les mots tabous. Donc, ils ne vont pas utiliser les mots qui sont des mots qu'on n'utilise pas dans des espaces où on s'attend à écouter des personnes éduquées. Donc, elles ne vont pas utiliser ces mots et elles seraient incapables de manipuler des concepts abstraits. Donc, des concepts abstraits, quand on parle de concepts abstraits, on peut parler par exemple des concepts qu'on utilise généralement en philosophie, des concepts très compliqués, dont ce n'est pas concret. Donc, elles ne sont pas vraiment trop intéressées à ce type de concept. Donc, vérification des observations de l'ECOF, on va non vérifier. Donc, certains chercheurs confirment les observations de l'ECOF. Donc, on voit bien qu'il y a des recherches, même celle du français menée dans la langue française menée par Yagello confirme qu'il y a effectivement une différence dans le discours masculin versus le discours féminin. Donc, on va tout juste synthétiser ces études-là. Certains chercheurs confirment les observations de l'ECOF pour l'anglais, bien évidemment, et pour le français également. Donc, voilà des études qui ont démontré qu'il y a effectivement une variation sexuelle-lectale, une façon de s'exprimer qui est propre aux femmes et une façon de s'exprimer qui est propre aux hommes. Bon, d'autres ne trouvent aucune différence significative entre le style communicatif féminin et le style communicatif masculin. Donc, on a ces auteurs ici, à travers leurs études, qui ont constaté qu'il n'y a pas de différence significative. Quand on dit significative, ça veut dire qu'on a appliqué le test de statistique pour vérifier la significativité. Donc, c'est purement statistique parce que si on reste du point de vue linguistique, donc si on compare les données qui montrent que les femmes ont utilisé peut-être des expressions ou des mots qui sont très formels. D'un autre côté, les hommes, ils ont utilisé un certain nombre
d'expressions et de mots qui sont informels. On va comparer les deux. Immédiatement, on va voir la différence. Donc, la différence, elle est immédiate si on compare en termes d'occurrence, en termes de nombre. Mais cette comparaison immédiate en termes de nombre n'est pas souvent significative lorsqu'on applique le test statistique de la significativité. Donc, ceux qui ont fait statistique comprendront effectivement de quoi je suis en train de parler. Donc, voilà ce que ces études ont pu révéler. On voit des différences, mais elles ne sont pas significatives. Donc, significatif, ça veut dire qu'on peut revenir, faire des études sur d'autres personnes, on va constater qu'il y a des petites différences, mais elles ne sont pas assez importantes pour faire une distinction stricte entre les deux groupes. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise le terme significatif. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Pas de questions, ça veut dire que vous comprenez bien le concept? Ok, si on comprend bien le concept de variation sexo-rectale, alors ça va, on va continuer. Je vais donc continuer. Nous étions en train de présenter les recherches de Lecoq. Nous en avons présenté celle de William Labov. Donc, on va continuer avec les prochaines diapositives. Donc, critique des observations de Labov et de Lecoq. Donc, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette approche qui vise à faire une distinction de l'expression féminine par rapport à l'expression masculine. Tout le monde n'est pas d'accord. Donc, Pavlenko considère que deux types de critiques idéologiques et méthodologiques peuvent être identifiés dans les recherches de Labov et Lecoq, qui sont les principaux théoricien de la notion de variation sexo-rectale. Donc, du point de vue idéologique, quelle est la critique qu'on souligne? Pour Swann, un des contestataires, un des linguistes qui n'est pas d'accord avec la notion de variation sexo-rectale, lui, il rejette l'idée de style masculin ou de style féminin, car selon elle, il n'existe pas de forme qui soit exclusivement féminine ni masculine. Donc, elle n'est pas vraiment d'accord avec cette approche qui vise à faire une distinction stricte entre le style féminin et le style masculin. Selon elle, ça peut être chevauché. On peut retrouver aussi bien des hommes qui ont cette tendance qu'on appelle tendance féminine, aussi bien des femmes qui ont cette tendance qu'on appelle tendance masculine. C'est ça qu'elle appelle chevauchement. On ne peut pas faire une sorte de distinction stricte. D'un côté, nous avons les femmes, d'un côté, nous avons les hommes. C'est une forme de manichéisme qui n'est pas forcément le reflet de la société. Il peut avoir une troisième catégorie. Et cette troisième catégorie concernerait des personnes qui sont à la fois dans les deux catégories qu'on veut considérer. Donc, voilà la critique de Swann. Dans les critiques méthodologiques maintenant, donc comme toujours en linguistique, notamment les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les mathématiques d'une façon générale, ne sont pas souvent très à l'aise avec l'idée qu'on utilise les statistiques dans une étude qui peut se faire même sans statistiques, dans une étude où on peut aboutir à des résultats significatifs sans avoir recours aux statistiques. Il y a des personnes qui pensent comme ça en linguistique. On n'a pas besoin de statistiques. Et généralement, c'est des personnes qui ne sont pas des mathématiciens, c'est des personnes qui ne comprennent pas souvent forcément grand-chose dans les statistiques, parce que rarement on a vu des linguistes spécialistes en statistiques, bref, des linguistes qui se sont familiarisés à l'outil statistique, critiquer l'utilisation des statistiques dans la sociolinguistique ou dans la linguistique. C'est généralement des personnes qui ne sont pas à l'aise avec cet outil, qui estiment que ce n'est pas nécessaire parce que ce que font les linguistes qui utilisent la statistique dans la linguistique
on peut le faire sans utiliser les statistiques. C'est exactement ce qui ressort de plusieurs auteurs. Donc, eux, ils estiment qu'on n'a pas besoin des statistiques. Comme vous pouvez le lire ici, le principal reproche adressé à l'ECOF est le manque de base empirique. Donc, il a dit, c'est Kramara, dont en 1981, Tom Kramara, en plus, Henley en 1983. Donc, voilà un nombre d'auteurs qui pensent qu'il n'y a pas de base empirique. Quand on dit de base empirique, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'études qui sont allées dans ce sens pour qu'on puisse dire de façon tranchée que les femmes s'expriment d'une certaine façon et les hommes s'expriment d'une certaine façon. On a besoin davantage d'études qui confirmeraient cette tendance. Donc, les travaux de Labov ont été critiqués par ceux qui estiment que l'on peut découvrir des faits significatifs dans le discours sans utiliser des statistiques. Ça, c'est Schleckloff. Donc, pour lui, on n'a pas besoin de statistiques pour démontrer la significativité d'un phénomène. Donc, comme je vous l'expliquais tantôt. Donc, comme toujours, dans une communauté scientifique, tout le monde ne partage pas le même avis à propos de la méthodologie, à propos même des résultats. Donc, c'est ce qui se passe pour cette question de la variation sexuelle. Elle a d'un côté ses adeptes, de l'autre ses critiques, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette notion. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ok, je suppose que tout le monde comprend bien. Donc, on va continuer. On va continuer. Merci. Donc, on passe à la prochaine diapositive. Donc, les recherches récentes dont je vous parlais, donc ces recherches-là, que nous disent-elles, vont-elles dans le même sens que Labov et Lekov ou vont-elles dans le sens de ceux qui critiquent la notion de variation sexuelle? Nous allons lire Moulac et Lundell. Donc, quand on dit recherche récente, c'est toujours dans les années 80. Donc, il faut plutôt parler des recherches qui sont des recherches menées notamment entre 2000 et 2020. Donc là, on voit toujours qu'il n'y a pas assez de recherche dans ce volet de la sociolinguistique puisqu'on se retrouve toujours avec des recherches assez anciennes. Donc, ces deux chercheurs, ils ont analysé les descriptions orales de photos de paysages par 20 locuteurs et 20 locutrices. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend 20 hommes et on prend 20 femmes. Aux 20 hommes, on leur demande de décrire oralement des photos. Aux 20 femmes, on demande la même chose. Et tout se passe de façon enregistrée. Donc, on enregistre les productions orales. Voilà, ce qui concerne maintenant les âges des personnes constituant les deux groupes, d'un côté, des hommes, d'un autre côté, les femmes. Les hommes, leur âge varie entre 11 et 69 ans. Les femmes également, leur âge varie entre 11 et 69 ans. Donc, ils vont faire des descriptions orales sur les photos. Ces descriptions seront enregistrées et feront l'objet d'une analyse sociolinguistique. Et que révèle cette analyse sociolinguistique? Cette analyse sociolinguistique révèle que les pronoms impersonnels et les interjections sont plus fréquents dans le discours des hommes. Les pronoms impersonnels, c'est notamment il faut venir, il doit, ainsi de suite. Donc, le il, c'est ça, le pronom impersonnel. Et les interjections. Dans les interjections, oh, aïe, ainsi de suite, c'est ça les interjections. Donc, sont plus fréquents dans le discours des hommes. Ça, c'est la première chose. Le discours des femmes, par contre, se distingue, entre autres, par une plus grande fréquence d'adverbes d'intensité. C'est trop beau,
c'est très grand, c'est très joli, elle est assez belle. Donc, adverbe d'intensité. Donc, il y a de l'intensité dans les qualificatifs. Ça, c'est ce qui ressort du discours des femmes. Donc, d'adverbes d'intensité, de pronoms personnels. Elles utilisent les pronoms personnels de négation et d'opposition. Ça, c'est ce qui ressort de cette étude. Donc, les auteurs vont conclure que le discours des femmes dans leur corpus est caractérisé par une plus grande expressivité émotionnelle et davantage de sensibilité interpersonnelle. On voit toujours que ce que soulignait déjà William Labov dans son étude sur l'émotivité du langage féminin ressort dans cette étude qui date des années 80, comparativement à l'étude menée par William Labov qui datait des années 60 et plus précisément en 1966. Donc, cette étude qui est récente s'inscrit également dans le sillage de Lecoff et de William Labov qui défendent l'idée d'une variation sexuelle-lectale. Donc, voilà pour une étude assez récente. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Y a-t-il des questions à ce stade? S'il n'y en a pas, on va donc essayer de progresser. OK? Je vois une réaction. Donc, aucune question. On va donc continuer avec précisément la notion de langue et de l'âge. Donc, on met en parallèle la langue et l'âge. Donc, comme vous l'avez expliqué, cela se verra dans les diapositives que nous allons aborder. Donc, allons-y progressivement. Que sort-il de ces diapositives? Donc, la notion d'âge en sociolinguistique. L'âge en sociolinguistique désigne l'appartenance à une certaine génération d'usagers de la langue. Donc, l'âge va permettre de rassembler un certain nombre de personnes qui utiliseraient la langue de la même façon. Et ces personnes-là ont le même âge, appartiennent à la même classe d'âge. C'est ça qu'on appelle l'âge en sociolinguistique. Donc, une génération est un ensemble de ceux qui vivent à une même époque et qui ont sensiblement le même âge. C'est ça la génération. Donc, en sociolinguistique, l'âge est un facteur de diversification de la langue. C'est un facteur de variation. Donc, ça veut dire que les gens vont s'exprimer en fonction de leur âge. Comme je le disais tantôt, les enfants s'exprimeront d'une certaine façon. Les adolescents s'exprimeront d'une certaine façon. Les adultes s'exprimeront d'une certaine façon. Vous voyez que ça rejoint ce que disait Swann, qui disait que ce n'est pas tranché, que d'un côté, on a une façon féminine de s'exprimer, de l'autre côté, on a une façon masculine de s'exprimer. Parce que lorsqu'on introduit le facteur de l'âge, on se retrouve avec des chevauchements. Quand on parlera, par exemple, d'une façon de s'exprimer propre aux adultes, alors là, dans la catégorie des adultes, on va voir les femmes et les hommes mélangés qui parlent de la même façon. Donc, d'où la critique de Swann est une critique assez intéressante. On ne peut pas dire de façon tranchée que les femmes parlent d'une certaine façon et les hommes d'une certaine façon. Il y a des chevauchements, et c'est vrai, comme vous pouvez le constater à travers ce facteur d'âge qu'on a ajouté. Donc là, selon Posserio, dans une communauté linguistique, à un moment donné de son histoire, coexistent plusieurs façons de s'exprimer. Chacune d'elles est propre à une génération. Donc, Posserio, lui, il nous dit que les générations, donc des personnes qui appartiennent à la même génération, s'exprimeraient de la même façon. Mais là, c'est encore aussi discutable. Nous avons vu une étude de jeunes de la banlieue de Paris qui venaient des familles ouvrières dont les parents étaient ouvriers. Donc, du coup, on en déduirait que les parents n'ont pas beaucoup étudié. Ça influencerait aussi la façon dont les enfants parlent. Donc, lorsqu'on introduit le facteur éducation, le facteur classe sociale, alors
Là, on voit qu'on ne peut plus dire adolescent, la façon dont les adolescents s'expriment versus dans la façon les enfants s'expriment. Parce que parmi les adolescents, il y a des gens qui appartiennent aux classes sociales différentes. Donc, du coup, on peut trouver un enfant qui s'exprime d'une façon identique à un adolescent, peut-être parce que tous appartiennent à la même classe sociale. Donc, inversement. Donc, c'est des facteurs, on les considère, mais lorsqu'on rentre dans davantage de facteurs, ça devient plus compliqué de mettre les gens dans des catégories. Donc, la variation générationnelle est un phénomène sociolinguistique qui met en évidence les différences langagières d'une génération à une autre. Donc, variation générationnelle, c'est justement cette variation qui tient compte de l'âge. Quand on dit qu'on appartient à la même génération, ça veut dire qu'on appartient à un groupe de personnes qui ont sensiblement le même âge. Donc, même génération, peut-être des personnes qui ont, on peut dire, un groupe de personnes qui ont de 15 à 17 ans, on peut les considérer comme étant de la même génération. Donc, c'est un tout petit peu ce qui ressort de cette notion d'âge en socio-linguistique. Donc, c'est dans le contexte de la variation générationnelle que l'on aborde des thèmes comme le français des jeunes. Donc, avec la variation générationnelle, vous entendrez parler, notamment dans certaines études, du français des jeunes, le parler des jeunes, la langue des cités, ainsi de suite. Donc, voilà un tout petit peu cette notion, la façon dont on utilise cette notion d'âge en socio-linguistique. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? S'il n'y a pas de questions, oui, Alexia? Oui, j'allais demander, est-ce que vous pensez que quelqu'un a pu faire une étude non seulement basée sur l'âge, mais aussi en les reliant à leur statut? Parce que je suis sûre que les enfants d'un certain statut a peut-être un langage différent d'un autre enfant d'un statut différent. Effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais que si on fait une étude où on croise ces multiples facteurs, que de faire une étude où on utilise seulement le facteur du sexe. Parce que si on prend une étude où on utilise seulement le facteur sectorectal, donc le facteur du sexe, homme versus femme, alors ça ne nous donne pas les vérités cachées. Parce qu'il y a forcément des chevauchements, comme Swan l'a dit, et ces chevauchements, ce qu'on appelle en mathématiques les intersections. Donc, intersection, ça veut dire des éléments ou bien des personnes qu'on peut retrouver dans plusieurs groupes en même temps. Si on met plusieurs facteurs, on prend le facteur du sexe, on prend le facteur de l'âge, on prend le facteur de la classe sociale, alors là, il y aura forcément des chevauchements. Et c'est la question que tu viens de poser, elle est très valable. Donc, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu une recherche qui va vraiment dans ce sens, mais une telle recherche nous aiderait beaucoup plus. Elle nous permettrait de voir les personnes qui appartiennent en même temps aux mêmes catégories. Donc, question très intéressante. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas une autre question, on va continuer. OK. Donc, on a rapidement présenté la notion d'âge, la notion d'âge en sociolinguistique. On va avancer dans la diapositive suivante. Donc, il y a la recherche menée par Alec Bernalek, dont langage et pratique sociale, études sociolinguistiques d'un groupe d'adolescents. Donc, vous voyez que là, il a ciblé un groupe d'adolescents. Et à l'intérieur de ce groupe d'adolescents, il n'a même pas fait la distinction des adolescents filles versus les adolescents garçons. Donc, il y a l'un de vous, je pense, il y a un étudiant et une étudiante qui doit présenter cet article. Donc, je vous invite à regarder la vidéo dans le fil des discussions. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce chapitre
qui portait bien évidemment sur les notions de langue et de conditions féminines d'une part, et les notions de langue et d'âge d'autre part. Est-ce qu'il y a des questions? De façon globale,